Pourrais-tu être polyamoureux, c'est-à-dire avoir 2, 3, 4 amoureux ou amoureuses en même temps, de manière transparente évidemment? Comment ça marche? Comment ça se passe pour l'argent, les enfants, le sexe? Pourquoi est-ce que ça nous dérange? Et comment ça pourrait aider ton couple monogame? Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Lucille Bélan pour parler de polyamour. Salut Lucille. Bonjour. Alors je te présente en 10 secondes, tu es journaliste, créatrice de plusieurs podcasts et autrice. Justement, ton dernier livre s'appelle Polyamoureuse. Et je trouve que c'est un sujet qui est passionnant parce que ça mêle l'intime et le politique, la norme de la monogamie, évidemment le féminisme, on va en parler, et surtout l'amour au milieu, qui est pour moi la valeur numéro 1 qui donne du sens et qui pourrait résoudre pas mal de problèmes dans ce monde. Donc on va parler de jalousie, de consentement et surtout d'amour en fait. Parenthèse, évidemment, on a tous plein de préjugés sur le polyamour. On n'est pas là pour vous convaincre de devenir polyamoureux, simplement pour montrer qu'il y a plein d'autres modèles amoureux et familiaux que le couple monogame. Et vous demandez, vous, ce qui vous correspond le plus. Je sais qu'en ce moment, tu te prends énormément de shitstorm et d'insultes abusives. Bonjour le sexisme. Là, le but, c'est aussi de montrer que même si y a plein de gens, comme tu dis, très heureux avec le modèle du prince et de la princesse. Moi, par exemple, je suis monogame. Toutes les personnes à qui ça convient pas, on fait quoi? Et même nous, les personnes monogames, comment est-ce que ça peut nous aider dans notre vie amoureuse, quoi. C'est bon, j'ai fini mon pavé. Pour commencer, je resitue un peu de ton histoire. Tu t'es marié jeune à 23 ans. Très vite, tu te divorces au bout de 2 ans, notamment parce que tu tombes amoureuse d'un autre homme. Tu te mets en couple avec lui et vous avez 2 enfants. Mais tu racontes que tu es tellement à l'écoute de tes enfants que tu t'écoutes plus toi, tu dis que ton quotidien avait plus grand chose d'excitant, jusqu'à échanger sur Twitter régulièrement avec une femme qui te fait beaucoup rire, et tu finis par la rencontrer, et c'est là que tu découvres et ta bisexualité et le polyamour. Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui, je pense que j'étais donc bisexuelle bien sûr avant. Ouais. C'est juste que ça s'était jamais imposé à moi, j'avais jamais dû prendre une décision. Il avait jamais été question de sentiments à part au tout début de mon histoire au collège. Donc j'étais pas depuis tombée amoureuse d'une femme, donc du coup je m'étais dit un peu je l'avais relégué un peu quelque part au fond de ma tête. Et sur le polyamour, effectivement, c'est un peu comme ça que ça m'est tombé dessus, parce que je le vois vraiment comme ça, comme un bouleversement. Et donc j'ai un petit noyau autour de moi de gens que ça me fait plaisir de revoir sur Twitter quand je me connecte, dont cette femme qui débarque un peu du jour au lendemain en faisant des blagues, et il y a une séduction qui se met en place. Et je sais pas pourquoi à ce moment-là, pareil, je me dis j'y vais, mais j'y vais jusqu'à une certaine limite, c'est-à-dire que quand il est question de se rencontrer, j'en parle quand même à mon conjoint. Je lui dis, je suis bouleversée parce qu'il est en train de se passer, il y a une rencontre. Et il savait qu'elle te plaisait avant même que tu la rencontres. En fait, si je l'ai rencontrée, c'est parce qu'elle me plaisait. Oui, mais déjà, en termes d'honnêteté et transparence, 99% des gens feraient sûrement pas ça, tu vois, des gens qui... Oui, en fait, il y avait déjà, quand on s'est mis ensemble à ce moment-là avec mon mari, enfin mon ex-mari aujourd'hui, mais mon mari à l'époque, on avait déjà décidé, comme on s'était construit tous les deux sur des relations qui n'avaient pas marché de façon assez massive, on avait décidé de garder la transparence. Comme on a des gens qui disent, quand on se met en couple en ayant trompé des gens, par exemple, il y a de fortes chances pour qu'on soit trompé à nouveau ou qu'il y ait une histoire comme ça qui nous retombe dessus. Et là, on s'est dit, on a peut-être fait de la merde avant, on a quitté des gens mal ou en tout cas de façon dramatique, on va pas se faire vivre ça, on a décidé d'avoir des enfants ensemble, on va se respecter. Et donc, quand cette question-là est arrivée, de cette femme qui me plaisait, je lui en ai tout de suite parlé. Je lui ai dit, mais où est-ce que tu te places? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que je fais? Et donc, il t'a donné son feu vert, entre guillemets? C'est exactement, j'allais dire, j'aime pas dire que j'ai son autorisation parce que déjà il le voit pas comme ça, mais moi non plus. Mais il m'a dit, écoute, tu sens un truc, vas-y, quoi, tente, expérimente. C'est pas la même histoire s'il dit que ça le fait chier et que t'y vas quand même, quoi. Exactement, c'est-à-dire que si à ce moment-là il me dit, je le vivrais très mal, t'es en train de bousculer notre famille, t'es en train de tout faire exploser, évidemment j'y vais pas. Ma priorité restait les enfants, même à ce moment-là, c'est-à-dire que et mon couple. Donc la question se posait pas. Ouais. Pour lui, pareil, la question se posait pas. En fait, il était là, genre, tu ressens un truc, vas-y. Et il a pris ce risque de me voir rentrer le lendemain et que je lui dise, en fait, je crois que je t'aime plus, j'aime cette femme à la place. Parce que du coup, la logique voulait que les gens se remplacent. Ce qui est ce dont... Enfin, moi, le premier, j'aurais trop peur, c'est clair.
Bah, c'est normal d'avoir cette angoisse, mais je pense que on avait déjà cette conscience tous les deux que les gens nous appartiennent pas non plus et que c'est pas en m'enfermant dans la maison avec les enfants éternellement que j'allais rester enfin il y a un moment, il y a un côté très réponse quoi. Enfin je veux dire, il fallait aussi me laisser un peu de mou pour déjà être vivante, avoir ma vie, ma liberté. Donc tu vis les deux relations en parallèle. Parce que du coup tu commences à te mettre aussi avec cette femme et je me demandais, est-ce que c'est à ce moment-là que tu découvres le mot polyamour ou est-ce que c'est plus tard, je crois il y a 5 ans, entre-temps t'as rompu avec cette femme et tu tombes amoureuse d'un autre homme, ou là du coup il y a 5 ans tu te dis ok, la première fois quand je suis tombé amoureuse d'une deuxième personne c'était peut-être un hasard, une épreuve, un bug, mais là la deuxième fois tu dis ah oui non en fait je suis vraiment capable d'aimer plusieurs personnes à la fois et j'en ai besoin pour mon équilibre de vie quoi. La première fois ça a été assez bouleversant, c'est-à-dire que ça a été très vite, très passionné, il s'est passé plein de choses, on a été très vite dans notre tête aussi tous les trois et mais quand même moi j'ai une logique d'aller chercher la théorie, d'essayer de comprendre, d'aller voir aussi s'il y a des précédents, c'est comment les gens ont géré le truc, est-ce qu'on a de la documentation sur le sujet, c'est un truc vraiment de personnalité. J'ai un petit côté bibliothèque sur d'accord. Exactement, mais c'est vraiment ça. Mais je fais pareil avec les sièges auto, faut pas vraiment c'est un truc de personnalité. Et j'ai cherché du coup initialement mon ex-mari et moi on était critiques cinéma tous les deux. Et donc la logique pour moi est d'aller chercher des films sur le sujet. Et il s'avère que sur la question du polyamour, il y a quelques films, mais il n'y a pas beaucoup de films. On est toujours majoritairement dans la littérature aussi dans une romantisation, c'est-à-dire que c'est la femme qui doit faire un choix, un truc hyper romanesque. Déjà globalement c'est des gens qui n'ont pas d'enfants et du coup je me retrouvais pas totalement dans le modèle. Enfin je me disais bon c'est bien, je suis contente que ça existe. Sur le mot polyamoureux quoi. C'est ça, il y avait quand même un truc et le mot est sorti là, à ce moment-là, dans la recherche. Je sais même plus comment ça s'est passé, j'ai pas le souvenir d'un flash de c'est bon, c'est le bon mot, c'est la bonne définition. Ouais. Par contre, ça, je m'en souviens bien. À l'époque, je me rends compte que mon type de polyamour à moi, qui s'appelle vie, j'en ai un. C'est-à-dire que je rentre dans une case du polyamour. Qui est une personne, un couple avec 2 autres personnes qui ne sont elles-mêmes pas en couple. Et on est ce qu'on appelle un pivot. Et là, les Américains qui aiment bien théoriser aussi, mettre des noms, des étiquettes et tout, ont créé ces termes-là pour ce que je suis. Et là, je me dis, je suis rassurée, ça existe. Et assez pour qu'il y ait des termes qui existent. Après, ça change pas ma vie, mais je sais qu'à ce moment-là, je me dis, bon, je suis pas en train de faire totalement n'importe quoi. Et après ce moment-là, finalement, je me suis rendu compte qu'après une phase de j'ai besoin de dire des histoires, des témoignages, des trucs, j'ai eu un moment de, en fait, maintenant j'ai compris, j'ai digéré, et il faut que j'écrive ma propre histoire. Il faut qu'on écrive ensemble notre propre histoire, parce que j'étais pas seule. Quand on est dans un polyamour, même dans mon type, c'est-à-dire en V, c'est une co-création. Tout le monde participe, tout le monde vote. C'est là aussi qu'on voit que le polyamour, c'est que des histoires uniques. Et du coup, pour toi, c'est quoi le polyamour ? Alors pour moi, le polyamour, c'est très simplement, c'est le fait de pouvoir aimer plusieurs personnes en même temps et de décider consciemment de le vivre. C'est-à-dire il y a plein de gens dans la vie qui peuvent se rendre compte qu'elles ont des sentiments pour, en général, perdre une personne en plus que leur conjoint ou leur conjointe, mais ça reste un crush éloigné, ça reste un fantasme, ça reste un truc... Ou tu trompes ton partenaire, mais tu lui dis pas, quoi. Exactement. En France, en plus, on a une vraie culture de l'infidélité, du couple libre. Le polyamour, c'est une autre partie, une autre proposition qui est j'aime plusieurs personnes, je décide de le vivre et je demande leur consentement à toutes ces personnes et elles sont d'accord pour être dans cette espèce de grande famille. Ouais, moi, ce que je trouve hyper spécifique, c'est effectivement bon, évidemment, cette question de transparence et de consentement de tout le monde, quoi. Si tu le fais dans le dos des gens, en fait, non, c'est pas du polyamour. Et ouais, un peu comme tu l'as évoqué, il y a un peu en permanence quelles vont être nos limites mutuelles, et ça demande énormément de se connaître parce que ça demande aussi beaucoup d'organisation. C'est quoi, avec quoi je suis OK, avec quoi je suis pas OK. Là, c'est multiplié par 3, 4, 5 personnes, je sais pas, ça dépend. Et j'aimais bien aussi ce que tu disais, qu'on peut avoir l'impression que l'amour se divise et qu'en fait, non, c'est comme quand t'as plusieurs enfants. Tu l'aimes pas à moitié moins ton premier quand t'as un deuxième enfant, quoi, et que ça s'additionne et que ça se multiplie. Pour toi, c'est la même chose avec le polyamour. C'est un truc qu'on sent vraiment, j'allais dire, à l'utilisation quand on le vit. C'est-à-dire que, évidemment, que quand on se lance pour la première fois dans le polyamour, en général, on se lance pas dans le polyamour, on s'inscrit pas sur Tinder en se disant, ça y est, je suis d'accord avec l'idée, du coup, je vais le faire, quoi. En général, c'est parce qu'on a des sentiments et de l'amour qu'on vit le truc et qu'on est un peu, ça nous est imposé. Et du coup, bouleversé par tout cet amour aussi, on se dit, du coup, ça veut dire que j'aime moins l'autre personne, ça veut dire qu'en fait, est-ce que je me mens à moi-même? Il y a plein de questions comme
comme ça qui sont des questions qui sont normales, évidentes, mais qui sont aussi des questions qui nous sont imposées par la société. Puisque donc l'évidence, c'est de remplacer les personnes les unes par les autres. Dès qu'on commence à avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre, on se dit bon bah du coup ça veut dire que mon autre relation est finie. Ce qui n'est pas le cas, enfin pas forcément quand on est polyamoureux du tout. J'ai l'impression qu'il y a plein de formes de polyamour. Par exemple, tu peux, comme toi, je crois, avoir 2 relations au même niveau d'importance que t'aimes autant, ou bien tu peux avoir une relation principale où t'es plus investi émotionnellement et d'autres relations secondaires, voire des coups d'un soir. Mais le schéma, dans tous les cas, est clair pour tout le monde. Que tu peux habiter ensemble ou pas, tes chéris peuvent se connaître ou pas, être chéris entre eux ou pas, tu peux les présenter à tes enfants ou pas. Enfin, il y a tellement de configurations. Pour toi, est-ce que parmi tout ça ou d'autres choses auxquelles j'ai pas pensé, c'est quoi les schémas les plus fréquents de polyamour que tu observes? Alors le schéma le plus fréquent que j'observe chez les gens, c'est souvent le trouble. Okay. Ce que moi j'ai jamais vécu parce que j'ai toujours été avec des gens qui soit par leur orientation sexuelle, soit par leur histoire, n'avaient pas de sentiments les uns pour les autres, autre que l'amitié au max. Et mais c'est souvent le trouble. Et du coup avec une réflexion autour de comment on fait pour les enfants, qui porte les enfants si on veut des enfants, comment on fait pour habiter ensemble. Il y a quand même des troubles qui existent. Je ne dis pas dire pas mal parce qu'on est quand même sur une marge encore une fois, mais plus que de modèles tels que un peu avec des gens qui seraient avec 10 personnes en même temps, mais en les voyant assez peu, en chacun habite chez soi, et du coup ça je l'ai moins croisé. Oui, c'est plus les fantasmes des gens quoi. Ouais. Il y a vraiment plein de modèles. Je pense qu'il y a beaucoup de polyamoureux qui rêvent d'acheter un plateau technique pour pouvoir que tout le monde ait sa petite maison, mais proche. Et vraiment, c'est ce fantasme-là de oui, on va remonter une sorte de pseudo-communauté, mais où chacun a son intimité quand même. Évidemment qu'il y a ces fantasmes quand on aime des gens de se dire on va créer complètement un modèle différent, idéalement. Mais là, sur le polyamour, se pose une question importante, primordiale, qui est celle des moyens qu'on peut y mettre. Et dans le polyamour, la question de l'argent, là, se pose. Un couple, ça coûte cher. Une famille, ça coûte cher. Et quand on multiplie ça, pour le coup, il faut se donner les moyens, il faut avoir les moyens. Est-ce qu'on sait combien il y a de polyamoureux en France? J'ai lu une stat qui parle de 2 à 5%, mais il n'y avait pas beaucoup. On n'a pas trop de statistiques en France sur la question, parce que déjà, ça bouge un peu tout le temps. Ouais. C'est l'avantage du polyamour, c'est un peu mouvant. Et puis, en fait, il y a un truc que moi, j'ai découvert aussi, c'est que les polyamoureux sont des gens qui se protègent beaucoup. Là, je l'ai pu le voir avec cette promo sur mon livre. Les polyamoureux avec qui j'ai fait de la promo, enfin, qui ont été invités comme témoignants sur la question. Moi, j'étais littéralement comme ça, et les polyamoureux avaient des perruques, des lunettes, des pseudos. Et c'est pas une blague, la stigmatisation des choix de vie alternatifs. C'est des gens qui ont peur pour leur travail, pour l'image qu'ils donnent, pour leur famille. Du harcèlement, des humiliations, des violences, des conséquences. C'est pas. Alors après, je vais pas comparer ça à des discriminations qu'on connaît, qui sont extrêmement graves, sexistes, raciales et ainsi de suite. Mais malgré tout, il y a quand même énormément de jugements. Moi, j'ai découvert ça via un pote, je sais pas, une dizaine d'années, qui est un polyamoureux. Et au début, j'étais vraiment perplexe parce que c'est vrai qu'on connaît que ça, le couple monogame. C'est la norme, et je sais pas, moi, j'ai jamais imaginé autre chose dans ma vie, en tout cas. Et pourtant, tu racontes que c'est hyper récent dans l'histoire de l'humanité et que ça vient notamment beaucoup de l'Église catholique. Mais il y a eu plein d'époques, en Grèce antique par exemple, où c'était normal de pas être en couple exclusif à 2. Mais c'est tellement la norme aujourd'hui que quand t'es polyamoureux, tu peux vite te sentir agressé. On peut vite se sentir agressé dans notre couple monogame, ou dans l'image qu'on se raconte dans notre foi, dans un couple qui dure toute la vie. Ouais, il y a des gens qui vont croire que t'es polyamoureuse parce que c'est un caprice, ou que c'est un moyen de s'arranger avec l'infidélité. Et je trouvais ça super intéressant de se dire, mais en fait, la vraie question, c'est: est-ce que vous qui nous écoutez, est-ce que vous avez choisi d'être monogame parce que c'est vraiment ce qui vous correspond le mieux, ou juste parce que c'est la norme? Qui, franchement, s'est déjà posé la question, et c'est ça que je trouve hyper intéressant avec plein d'autres épisodes de Soif de Sens, c'est que c'est pareil pour l'hétérosexualité, le salariat, le fait de manger de la viande ou d'être cisgenre. C'est des choses qu'on prend pour acquises, et peut-être que vous êtes effectivement dans ces catégories-là, mais qu'on n'interroge pas et qu'on remet pas en question parce que juste on fait comme tout le monde, quoi. Le polyamour, c'est vraiment le royaume de la remise en question perpétuelle, que ce soit en relationnel, mais aussi en ses propres croyances sur le couple. J'ai grandi comme tout le monde dans une famille où mes parents sont encore mariés ensemble, ça fait 40 ans de mariage. Évidemment que j'ai grandi dans ce modèle et que je veux y croire. C'est pour ça que je fais pas de prosélytisme aussi. Je crois que la monogamie peut fonctionner. Par contre, il faut savoir pourquoi elle fonctionne. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense qu'il y a des moments dans la vie où on fait des concessions, ce qui peut être normal ou pas. Je pense que c'est aussi, tu t'as utilisé le mot foi et t'as raison.
raison. Je pense que c'est aussi, ça fonctionne sur notre foi en le fait que ça marche, en le fait que c'est la bonne chose, et aussi à quel point c'est difficile de se séparer de quelqu'un avec qui on a monté une famille, un foyer, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de femmes monogames qui sont en couple longtemps et qui ne divorcent pas forcément parce qu'il y a des violences dans le couple, ce qui pourrait totalement arriver, ce qui arrive beaucoup malheureusement, mais surtout aussi parce qu'elles savent pas ce qu'elles vont avoir derrière, comment elles vont réussir à vivre leur vie, que financièrement ça va être très compliqué et qu'elles vont avoir aussi un stigma social d'avoir quitté un mari avec qui ça marchait bof, mais quand même. On n'aime pas les gens qui remettent en question. On n'aime pas les gens qui proposent d'autres modèles. C'est ça qui est assez compliqué dans le polyamour, c'est que les gens ont l'impression qu'on les attaque eux et leur histoire, et ils te disent mais du coup t'as l'impression que t'as tout compris et que t'as raison, mais c'est horrible de penser ça. Tu penses que je suis un con, tu penses que je me fais chier dans ma vie. Mais c'est trop drôle les parallèles avec le végétarisme, avec toutes les autres. Enfin. Bien sûr, parce que du coup c'est pareil, le végétarisme, quand tu dis aux gens moi je suis végétarien, ils te disent ah mais du coup tu crois que t'es meilleur que nous quoi. Et non, pas du tout. Enfin je connais pas de végétariens qui pensent vraiment sincèrement, à part les très très engagés et très militants, qui pensent sincèrement que tous les gens qui mangent un peu de viande sont des ultra cons. Ah oui, non. C'est des gens qui sont pas éduqués probablement, c'est des gens à qui manquent des informations, mais ce sont pas des abrutis finis qu'on tord sur toute la ligne. Et on sait bien qu'il y a un système, que c'est une éducation. On va pas insulter les trois quarts des gens qui nous écoutent, mais... Non, parce que je suis moi-même pas végétarienne, donc en fait c'est juste qu'on sait bien que c'est des systèmes, que c'est des choses qui sont éduquées. Moi je fais partie de la génération produits laitiers, où c'était hyper important que les enfants boivent des kilos de litres de lait, enfin des litres de lait toute la journée pour bien grandir, alors qu'on sait aujourd'hui que non. Enfin, je veux dire, c'est pas nécessaire. Le du lait qui fait des pubs. Enfin bref, on dérive. Mais bien sûr, mais... donc en fait, c'est ça qui est intéressant quand on rentre dans le polyamour, c'est que on prend l'habitude de la remise en question et de se dire d'où ça vient. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je pense que ça a du sens? Parce que c'est possible aussi de se dire, en fait, on m'a éduqué comme ça, mais en plus, je trouve que ça a du sens. Ouais. C'est juste que du coup, quand on ouvre un peu, on peut se rendre compte que un tout petit peu à côté, c'est pas mal non plus. Et puis voir très loin à côté, c'est cool aussi. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, enfin moi le premier avant de faire l'interview, ou qui nous écoutent là, qui peuvent fantasmer sur le polyamour parce qu'on y voit la liberté ou des fantasmes sexuels ou un épanouissement, enfin voilà. Alors qu'en vrai c'est surtout beaucoup de boulot, j'ai l'impression. Je le vois avec mon pote, il faut concilier les agendas de tout le monde, tu dois payer plein de trucs en double, tu dois acheter 2 fois plus de PQ, des billets de train, etc. Enfin juste la logistique, moi ça me fatigue d'avance en fait. Je suis assez admiratif. On est assez loin de la partouze que les gens imaginent tout de suite. Ouais. Moi, j'ai fait le choix de m'inscrire dans la société vraiment à 100%, et donc on se retrouve avec 2 logements à gérer, donc les galères et les stress que ça peut représenter, le frigo à remplir. Là en plus il y a des enfants dans le truc, donc du coup fatalement on gère un peu nos couples un peu comme une garde d'enfants. Enfin c'est ce que tu dis, il y a le planning, on voit qui quand, est-ce que ça change, donc du coup on essaye d'équilibrer de l'autre côté. Enfin c'est une orga. J'ai envie de dire que ça pourrait paraître extrêmement chiant et très charge mentale, mais en réalité ça m'a permis de sortir de la charge mentale totale. Okay. J'avais l'impression de devoir être à 100% tout le temps et de gérer au mieux partout. Et donc le premier truc que j'ai essayé de renégocier quand j'ai essayé de faire les choses mieux, c'était chacun gère sa merde, et moi je suis pas là pour servir de femme de ménage dans toutes les maisons, de femme qui remplit le frigo dans toutes les maisons, de femme qui pense à tout dans toutes les maisons. Donc du coup là maintenant on va redistribuer les cartes de la charge mentale, parce que sinon je pourrais pas être disponible pour tout le monde. Et donc ça a permis de remettre en cause ça. Après je veux pas dire que c'est simple comme mode relationnel, mais qu'encore une fois au départ du truc il y a l'amour. On le fait pas pour justement pour la performance, on le fait pas pour prouver un truc, on le fait parce qu'on aime des gens, et quand on aime des gens, on est capable de faire des trucs qui ont l'air chiants au premier abord, mais qui sont faisables quand même. Là, pour moi, tous les monogames, même si on vous a jamais appelé comme ça, j'avais jamais pensé à m'appeler comme ça non plus, le polyamour peut nous inspirer dans nos couples. C'est que déjà, d'une part, il y a tous les couples où les gens restent juste parce qu'ils sont mariés, ou moi, mes parents, ils sont restés ensemble, ils ont divorcé, ils ont attendu qu'on soit grand pour divorcer, ce que je trouve c'est triste en fait, ou juste par habitude ou par paresse, ou voilà, parce que c'est toute ta vie en fait ton image de parent, parfois par paresse, alors que la relation en fait elle est complètement éteinte quoi. Et tu parles aussi de la fidélité. Quand tu te maries, à la mairie, tu dois jurer fidélité, alors au sens physique, de pas coucher avec quelqu'un d'autre en gros. Mais tu poses la question, est-ce que penser à quelqu'un d'autre, avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre, est-ce que c'est pas une autre forme de tromper? Et il y a pas
réponse universelle, mais je trouve ça hyper intéressant de servir de vos expériences pour se dire, mais en fait, c'est quoi les règles de notre couple? Est-ce qu'on les a vraiment définies ou est-ce qu'on a juste repris celles de nos parents et de la société? Et c'est quoi mes besoins? Peut-être que en fait, je suis OK avec le fait qu'on couche avec d'autres personnes, mais par contre, si tu m'insultes, si tu prends pas ta part de charge mentale et de travail domestique, bah ça, par contre, c'est non. Et dans le livre, tu mets des stats qui, moi, m'ont choqué. On sait qu'environ une personne sur 3 a déjà trompé son conjoint actuel. Bah franchement, je trouve ça beaucoup plus sain d'être polyamoureux et transparent que monogame et malhonnête, quoi. Et c'est là que je trouve que vous êtes super fort parce que comme y a pas de mode d'emploi, bah t'es obligé de vachement bien te connaître pour créer tes propres règles et poser tes propres limites. Alors c'est pas confortable du tout parce que du coup l'avantage de la monogamie, c'est, tu parlais de paresse, mais il peut y avoir ce truc de c'est un peu comme des chaussons, tu vois, tu rentres chez toi, t'es bien, t'as ton plaid, et ben c'est un peu ça. Et donc du coup des fois tu peux avoir besoin de ça ou envie de ça. Oui. Y a pas de honte à être quelqu'un de paresseux entre guillemets. Enfin ça fait trop écho à je sais pas des gens qui veulent devenir végétariens ou véganes et en fait c'est plus simple de continuer à manger de la viande ou qui se demandent s'ils sont bi et qui en fait ok pour l'instant je vais rester hétéro parce que c'est plus simple. Enfin ouais. Moi, je juge pas ça parce que j'estime que déjà il y a des questions de santé mentale qui sont en jeu là-dessus. On n'a pas envie d'être tout le temps en danger et on n'est pas fait pour être tout le temps en danger. C'est assez mauvais d'avoir son système tout le temps en alerte. On peut décider dans sa vie, soit pour un temps long, soit pour un temps court, de du coup rester en chaussons et pas changer son mode de vie, surtout pas, et pas le remettre en question. Après, là où l'hypocrisie m'a un peu cassé les pieds, c'est sur la question du fait d'avoir des doubles familles. C'est-à-dire qu'il y a des hommes et on en connaît. Enfin, je veux dire, rarement les gens me disent ah bon, je savais pas que ça existait. Tout le monde a une histoire d'un mec qui a trompé sa femme mais a aussi eu des enfants avec sa maîtresse et a eu une sorte de double famille et parfois il a fait le choix d'en quitter une pour l'autre et c'était un truc qui a été hyper traumatique pour les enfants des deux côtés, peut-être pour les femmes des deux côtés. Enfin c'est des choses qui sont hyper difficiles et douloureux à soigner, à résoudre après parce que on n'est pas responsable. Moi c'est là-dessus je suis très claire là-dessus, je n'aime pas que nos choix aient une implication aussi forte sur les enfants quand on leur donne du trauma, on leur donne nos espèces de petites lâcheries, nos trucs nuls en fait. Et je trouve que l'infidélité c'est un peu ça quand il y a des enfants dans la balance, quand c'est longtemps le cas. Et en fait le polyamour, mon polyamour, celui que j'ai voulu construire, c'est un polyamour qui explique, qui inclut les enfants, qui leur dit en fait c'est difficile, parfois c'est douloureux, mais on arrive à être honnête. Et c'est important d'être honnête, c'est important d'assumer aussi ses décisions vis-à-vis de tout le monde et en plus ta voix au chapitre. C'est-à-dire que si mes enfants viennent me voir et me disent ton mode de vie nous convient pas du tout, on a l'impression que tu nous mets de côté, que tu t'occupes pas assez de nous, que t'es pas assez présente, s'ils ont l'impression d'être moins aimés, je vais m'adapter en fonction de ça. Et c'est important qu'ils aient la place pour pouvoir me le dire. Ce qui est pas forcément le cas du coup du modèle monogame avec infidélité où on estime que c'est un peu nos sentiments à nous qui comptent en priorité et le reste tourne autour un peu à la marge, un peu comme on s'arrange quoi. Ouais. Pour moi ce modèle hyper sincère, effectivement il coûte cher à l'ego aussi. Parce que c'est super difficile de pouvoir débarquer, on en parle depuis le début, mais de débarquer auprès de quelqu'un et de dire j'ai des sentiments pour quelqu'un, je sais pas ce qui se passe. Moi, à chaque fois que ça m'arrive, je rougis comme une lycéenne et j'ai honte, enfin pas honte, mais genre clairement je suis pas fière quoi. Et oh là là, j'ai encore un crush sur quelqu'un, c'est un peu nul. Mais et puis parce que je sais que je complexifie les choses et que j'amène encore des choses complexes sur la table, mais dans un sens, tout le monde est quand même heureux de me voir ressentir quelque chose, être heureuse, être amoureuse, et les enfants aussi. Parce que t'as choisi des partenaires qui étaient ouverts à ça, mais je pense que la plupart des gens... Après, c'est dans le polyamour comme dans la monogamie, c'est-à-dire que le but, c'est aussi de trouver des partenaires qui nous conviennent. Ouais. Je pourrais pas être en couple avec quelqu'un qui ne comprend pas le polyamour, refuse l'idée que j'ai des enfants et soit méga jaloux, ça n'aurait pas de sens. L'intérêt de se dire les gens nous appartiennent pas pour toute la vie et que ça peut changer et que c'est une richesse que ça change, c'est que on peut du coup se mettre avec des gens avec qui ça marche, avec qui on partage les mêmes valeurs. Et quand les valeurs sont plus alignées, on peut se quitter sans se faire la gueule, sans se faire du mal, sans drama. Et c'est pas grave, juste parce qu'on est plus aligné, et c'est normal, ça arrive dans la vie. Pour revenir sur les enfants, c'est vrai que tu prends beaucoup de critiques par rapport à tes enfants. Est-ce que ça va pas les perturber? On t'a même dit qu'on t'enlèverait tes enfants et que leur père pourrait monter un dossier contre toi. Et toi, tu dis que tu t'es longtemps demandé et tu te demandes encore s'ils te reprocheront d'avoir passé moins de temps avec eux pour, par exemple, partir un week-end avec un amoureux.
Et je trouve que ta réflexion, elle est intéressante parce que d'une part, tu dis que ça permet aussi à ce qu'ils aient plus d'adultes référents autour d'eux et surtout que tu veux que tes 3 enfants, ils t'aiment pour quitter, quoi. Qu'ils apprennent que c'est OK d'assumer quitter, quitte à sortir de la norme, plutôt qu'ils aient une mère soit malheureuse parce qu'elle s'oblige à rester dans une relation où elle est pas heureuse, soit qui leur cache la vérité parce qu'elle trompe son ou sa partenaire. Enfin, toutes les histoires d'adultère où les enfants découvrent le poteau rose 5, 10, 20 ans après et t'as plus confiance dans ton parent, quoi. Du coup, je me demandais, est-ce que paradoxalement, c'était plus facile d'assumer d'être polyamoureuse parce que t'as des enfants? C'est une bonne question. Je pense que c'est quand même plus facile en termes organisationnels quand il n'y a pas les enfants. Ouais. Mais ils sont là et on est très heureux qu'ils soient là. Donc, est-ce que c'est plus facile pour moi d'assumer ça? Je sais pas. On va dire que ça m'a donné de la force. Ouais. Parce que je sais pourquoi je me bats. Je sais ce que je défends. Alors, les gens, quand c'est comme ça, ils comprennent que je veux que mes enfants deviennent polyamoureux. Pas du tout. Je pense que c'est un peu comme les orientations sexuelles, c'est-à-dire que, au contraire, je leur ouvre la porte et je leur dis, vous pouvez être ce que vous voulez. Ce sera le modèle que vous voulez. Ils ont grandi avec des Disney. J'ai pas interdit les trucs sur la monogamie partout, là, les princesses, les machins, les trucs. Ils ont grandi comme tous les autres enfants sur cette question culturelle. Juste à la maison, ils savent que leur maman est polyamoureuse et en général a plusieurs compagnes ou compagnons. Moi, je l'explique souvent, je leur dis, mais les gens qui imaginent que les enfants sont à protéger à tout prix dans un monde où les enfants ont 2 parents qui en plus seraient du coup pas des gens dépressifs qui se détestent, parce qu'il y a aussi quand même beaucoup d'enfants qui grandissent dans des familles monogames nulles. Enfin, tout le monde connaît des parents en se disant en fait j'ai jamais compris pourquoi ils étaient encore ensemble alors que clairement ils étaient plus amoureux depuis longtemps, s'ils l'ont déjà été un jour. Ce que je ne juge pas, encore une fois, mais c'est dur pour des enfants de grandir là-dedans alors que tu vois tout à la télé des histoires de princesses incroyables où les gens s'aiment ton modèle il est déjà un peu fucké dans ta tête, ça n'a pas de sens. Donc un peu tu te racontes un mensonge, quoi. C'est comme si tu croyais au Père Noël toute ta vie alors que la preuve est que non. Et du coup j'essaye d'être sincère aussi par rapport à ça et de leur dire quand ça va pas, leur dire quand je suis fatiguée, leur dire quand ça marche pas, plutôt que juste qu'ils soient témoins comme ça de choses négatives. J'essaye de valoriser leur intelligence aussi. Et puis en fait, tu dis ils le vivent super bien, quoi. Enfin. Mes enfants vont très bien. C'est devenu un non-sujet. C'est-à-dire que c'est des enfants. Évidemment que parfois ils font des crises pour des trucs, qui sont chiants pour des trucs et qui sont trop sur des écrans, mais ils grandissent aussi avec des familles qui sont des familles séparées, avec plein de modèles différents de familles séparées autour d'eux, des familles homoparentales, des familles qui ont déjà des modèles qui sont hors du modèle du couple qui reste marié 40 ans. Donc, en fait, techniquement, pour eux, c'est pas shocking qu'il y ait un modèle supplémentaire qui soit le polyamour. Ok. Parce qu'il y a le rapport à tes enfants, mais il y a aussi la question du regard des autres, quoi. T'as pas toujours envie d'expliquer à la boulangère, au prof de maths ou au médecin que pourquoi tu tiens la main d'un mec ou d'une femme qui est pas ton mari ou ton épouse, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter comment du jour au lendemain t'as décidé de l'assumer à 100%? C'était quoi l'avant-après où tu disais qu'il y avait beaucoup de honte, de silence et un jour t'as dit stop, quoi? C'est un truc qui s'est fait collectivement, parce que du coup, ça, c'est une décision qu'on peut pas prendre tout seul. C'est vrai. Ouais. C'est possible d'être en couple avec des gens en polyamour et que les personnes ne veulent pas, du coup, faire quelque chose d'un geste politique qu'ils doivent revendiquer. C'est extrêmement lourd à porter comme tout geste politique. Donc, pour le coup, j'aurais jamais été aussi audible, visible si j'avais été avec des gens qui me disaient non, mais moi, je me cachais, on peut faire ça entre nous, il y a pas de problème. D'ailleurs, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup été reproché, pourquoi vous faites juste passer entre vous et en gros ça n'existe pas et on peut tous vivre dans l'illusion que. Alors ce à quoi j'explique le truc qui est moi quand j'ai de l'amour pour quelqu'un, j'en suis fière, j'en suis heureuse et c'est pas quelque chose qu'on a envie de cacher sous le tapis ou de cacher derrière une porte d'appartement fermée. J'ai envie de pouvoir marcher dans la rue avec quelqu'un que j'aime, j'ai envie de pouvoir partager des moments heureux. Comme les couples monogames. Et donc là c'est à ce moment-là en fait que la question s'est posée, c'est moi ce qui me rend heureuse dans la vie, c'est aussi mes enfants et du coup des anniversaires, des fêtes d'école, des trucs et donc fatalement les personnes avec qui je suis en couple, j'ai envie de partager avec eux la danse de fin d'année de la kermesse, quoi. J'ai pas envie de dire alors du coup c'est mon mari officiel qui va voir les enfants à la kermesse parce que c'est ses enfants, mais du coup mon compagnon, même s'il aime beaucoup les enfants, lui il a pas le droit de les voir parce que c'est nul. Et quand les choses étaient possibles, on a essayé de s'organiser autour de ça pour que tout le monde soit inclus.
Et donc fatalement, quand on est à une fête d'école tous les trois avec les enfants, déjà c'est pratique pour la garde d'enfants, enfin c'est-à-dire que tout le monde a un petit peu un enfant à sa charge, mais aussi en fait on n'est pas en train de se rouler des grosses pelles devant les autres parents d'élèves, donc personne ne se dit oulala ces gens sont polyamoureux, c'est très gênant machin. En fait, comme il y a cette image très sexualisée dont on parlait tout à l'heure. Du coup, les gens imaginent pas que ça peut juste être trois adultes consentants, habillés, en train de gérer des enfants à une fête d'école. Mais c'est le cas, c'est majoritairement le cas. Et en même temps, quand t'es vraiment transparent et que t'assumes ton polyamour, il y a aussi un prix à payer quoi, à cause des gens, quoi, des questions indiscrètes, des gens avec qui tu dois couper les ponts ou qui, eux, coupent les ponts. Et tu dois passer ta vie à faire énormément de pédagogie tu dois te justifier et expliquer aux gens en permanence, quoi. C'est un peu comme tout ce qui est hors de la norme, c'est-à-dire quand t'es végétarien, je sais parce que du coup mon ex-mari est végétarien, dès que tu te retrouves à un mariage, un truc où tu rencontres des gens que tu ne connais pas, et ils font oh là là t'es végétarien, et tu dois justifier tout ton parcours, comment t'es devenu végétarien, pourquoi tu les agresses pas avec ton végétarisme, pourquoi tu fais pas de prosélytisme. Et c'est le cas avec un peu tous les trucs. Enfin moi je sais que avant d'être polyamoureux j'étais quand même féministe, et pareil, dès que tu sors le mot féministe à une soirée, t'as toujours un mec qui vient dire mais moi du coup je préfère plutôt le terme humaniste. Et tu te retrouves à passer 1 heure de ta soirée avec un mec qui t'intéresse pas et à expliquer pourquoi humaniste et féministe c'est pas la même chose. Et donc du coup ça va avec tous les militantismes en gros, ça va avec tout ce que tu veux défendre. T'as l'impression que les gens vont t'expliquer pourquoi t'as tort, ce qui est quand même hyper violent. Et en général ils ont pas l'affect que toi tu as avec ce sujet. Du coup ils t'attaquent sur un truc que t'es toi, pas qu'ils sont eux. Donc du coup c'est vrai que c'est assez difficile. Il y a cette partie-là, donc la partie je vais t'expliquer pourquoi tu as tort, qui est assez chiante, mais il y a aussi la partie donc les gens se sentent agressés, et là t'es obligé de du coup tu composes avec leur affect à eux, de pourquoi je t'agresse pas avec mon mode de vie, pourquoi je ne juge pas ton propre mode de vie. Et les gens te racontent, ils disent oui du coup mon grand-père il trompait ma grand-mère et du coup c'était beaucoup plus simple, ça faisait chier personne, mais en fait si, ça faisait chier tout le monde. Mais et d'ailleurs toi parce que t'en reparles. Et il y a le dernier cas de figure qui est juste les gens qui t'insultent, et là ils t'insultent sur ce que tu es, donc ils disent que t'es un monstre, que t'es là je l'ai vu sur cette promo là, les gens ils disent si on autorise le polyamour, déjà il y a un parallèle direct avec la polygamie et l'histoire de la polygamie, ce qui est plus un problème d'ailleurs, et surtout du coup ils te disent si on accepte le polyamour, du coup après on va accepter qu'on se marie avec des chiens. Et là, qu'est-ce que tu veux faire face à un argument pareil? Tu peux rien faire face à un argument pareil. Mais je pense qu'avec les années, j'ai réussi à me construire une carapace quand même sur cette question-là. Je sais que moi, mon modèle, il fonctionne. Je sais que je fais la chose la plus éthique possible pour moi, dans mon mode de fonctionnement, que j'essaye de faire au mieux pour les gens que j'aime. Après, moi, j'ai pas de doute, en fait. C'est chiant de se faire agresser tout le temps, mais moi, j'ai pas de doute. Ouais. Je suis content parce que on n'a même pas parlé de cul encore. Parce que le polyamour, justement, c'est d'abord de l'amour. Et pourtant, c'est vrai que le sexe, c'est le premier truc qui vient à l'esprit. On imagine que les polyamoureux, c'est forcément des personnes qui ont un gros appétit sexuel, par exemple. Sans parler forcément de ta sexualité à toi, de ta connaissance, comment ça s'organise en général. Comment est-ce qu'on gère la jalousie, par exemple? Ça doit être un truc central, non? C'est central au début, c'est-à-dire que un peu comme ce dont on parlait tout à l'heure, la jalousie c'est une évidence pour beaucoup de gens. C'est une façon d'exprimer son amour, c'est-à-dire que si on est jaloux, ça veut dire qu'on aime vraiment l'autre, qui nous appartient et ainsi de suite. Ça va dans la suite de ces pensées-là. Donc on apprend que la jalousie c'est positif. Ce qui n'est pas le cas, c'est assez toxique en réalité. Donc du coup, il faut se dire la jalousie ça me convient pas. Faut que je trouve des gens qui soient sur la même longueur d'onde que moi par rapport à ça. Après je le dis, moi ça m'arrive d'être jalouse, ça m'arrive à peu près 25 secondes quand je me sens moche et ou que j'ai une sale gueule ou que je suis crevée et que je me dis oh là là c'est sûr je suis moins bien que l'autre personne en face. Bien sûr que c'est humain de ressentir ça. C'est pour moi la jalousie c'est vraiment ça, c'est vraiment une expression de problème de confiance en soi. Et c'est un truc donc à régler avec soi-même. C'est même pas un truc à régler en couple, la jalousie, c'est un truc d'abord qu'on doit régler avec soi-même. Pourquoi je suis jaloux? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en général, ça veut dire, je me sens pas à la hauteur. Et donc, dans ce cas-là, travaillons là-dessus. Donc, il y a un truc qui existe dans le polyamour qui s'appelle la compersion. Et la compersion, c'est un peu la valeur inverse de la jalousie, c'est-à-dire que c'est le fait de reconnaître, le fait de prendre du plaisir ou de ressentir du bonheur dans le fait que quelqu'un qu'on aime ressent du plaisir ou du bonheur. Si mon compagnon mange une super bonne glace un week-end où je suis pas là et qui kiffe sa vie chez le meilleur glacier de Paris, dans ce cas-là, je suis heureuse pour lui. Je me dis pas tout de suite, ah putain, quel bâtard, il aurait pu m'attendre. Pour moi, dans la jalousie, il y a aussi la peur de perdre l'autre, quoi. Bien sûr, mais c'est très personnel, ça aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison, en théorie, qu'on perde l'autre.
Enfin, il y a pas d'autre élément qui vient nous confirmer ça. Ou alors, si on sent qu'on est en train de perdre l'autre et qu'il y a des raisons, bah, dans ce cas-là, il faut travailler sur le problème. Enfin, c'est-à-dire que soit on arrête parce que du coup, il y a vraiment des raisons, soit il y a des trucs dont il faut discuter. Mais en vrai, souvent, on se dit, il va me remplacer par quelqu'un de mieux ou elle va me remplacer par quelqu'un de mieux. Quand on t'as plus se de chances pose de avec quitter les couples. quelqu'un si t'as plusieurs relations que si t'en as qu'une. Ça, c'est sûr. mais c'est ça. Alors ça, ce truc d'être capable de quitter les gens quand il y a un problème, bah tu prends tes responsabilités même si c'est pas cool, quoi. Oui, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que d'un côté, je trouve ça génial parce que du coup, ça permet à plein de personnes, si t'es dépendante de ton mec qui gagne plus ou ta femme, ou s'il y a une emprise, ou si juste t'es pas, comme on disait tout à l'heure, juste la relation elle traînasse et toi t'oses pas partir parce que bah juste t'es dans ta pantoufle. Je trouve que dans le polyamour justement, forcément c'est plus facile, t'as plus de courage et tu te questionnes plus sur tes besoins, donc c'est plus facile de. Il y a plein de gens qui ont peur de la solitude aussi et qui rompent pas à cause de ça, alors que là, du coup, c'est plus facile de dire stop à des relations qui en sont plus vraiment, et pour toi et pour l'autre. Mais à l'inverse, du coup, je me dis, est-ce que, il y a ce paradoxe où à la fois c'est ultra collectif et ça recrée du collectif, et à la fois, du coup, comme t'es plus sur le truc du binôme, ça peut être plus individualiste aussi, peut-être, je me demande, parce que tu peux avoir le risque de plus prendre, jeter, etc., quoi. Le polyamour et les polyamoureux, c'est des gens. C'est-à-dire qu'il y a aussi des connards. Il y a aussi des gens qui prennent des décisions qui les arrangent eux et pas les autres. Idéalement, on pense collectif, c'est le principe. Mais évidemment qu'il y a des gens qui n'auront pas cette façon de penser, qui n'iront pas au bout de ces idées-là, qui choisiront la facilité. Malheureusement, c'est pas parce qu'on a l'étiquette polyamoureux, il faut vraiment faire attention à ça. Il y a beaucoup d'hommes en l'occurrence qui utilisent cette étiquette sur les applis de dating. Faites attention, mais c'est presque une évidence. Du coup, on peut pas s'assurer que fatalement les valeurs suivent, totalement jusqu'au bout. Mais idéalement, cette pensée collective, elle va dans un jusqu'au boutisme de très démocratique, de toujours demander le consentement des gens, quoi qu'il se passe, de toujours demander ce qu'on ressent, où est-ce qu'on en est, ce qu'on veut qu'il arrive après. C'est aussi pour ça que je me limite à 2 relations au maximum. Parce qu'avec les 3 enfants déjà de base, c'est beaucoup, mais aussi parce que comme je veux être sûre d'être une personne tout à fait droite et continuer à garder mon éthique de façon absolue, 2 personnes, c'est bien. Ça veut pas dire que les personnes qui en ont plus ont tort ou font mal, mais moi, en tout cas, je sais que dans ma capacité à le faire, 2, c'est bien. Et c'est tout, en fait. C'est juste soi-même pouvoir se poser et dire peut-être qu'à partir de 3 ou 4, je ferai de la merde. Et donc, moi, en tout cas. Et donc, 2, c'est bien. 2, ça m'oblige aussi à faire des checks aussi régulièrement avec moi-même de est-ce que j'ai fait des petites concessions? Est-ce que j'ai dit des choses que je pensais pas vraiment? Est-ce que j'ai pantouflé à un moment aussi dans l'histoire? Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, je suis capable de me voir dans la glace et de me dire que j'ai fait les choses au mieux relationnellement et que j'ai fait les choses au mieux pour les gens que j'aime, ce qui est pas, je sais que dans ma vie, ça a pas toujours été le cas, par exemple. Ouais, c'est super intéressant sur les défis que tu rencontres quand t'es polyamoureux, polyamoureuse. Dans le livre, t'as une personne qui t'a plusieurs témoignages et t'en as un qui raconte 3 défis auxquels il a, les plus gros pour lui. Le premier, c'était effectivement les gens qui croient être polyamoureux, alors que non, en fait, et ils sont trop jaloux et pas capables de partager, et c'est ok, mais du coup, ça marche pas. Le deuxième, comme tu dis, c'est un peu le manque de communication, de confiance ou de consentement. Et le troisième, effectivement, je me dis, ça doit être vraiment galère de faire des rencontres, quoi, parce que y a pas beaucoup de polyamoureux, en plus, faut qu'ils te plaisent. Et on voit ça d'ailleurs quand on fait des trucs où les gens, tu vois que les fameux végétariens qu'on va donc faire venir dans la conversation, mais souvent on dit tiens regarde Jean-Michel lui aussi il est végétarien, vous avez sûrement des trucs à vous dire. Les polyamoureux, on pourrait imaginer que ça se passe comme ça, mais en réalité donc non. Après, moi j'ai toujours été en couple avec des gens qui étaient monogames, par exemple. On n'est pas forcément toujours polyamoureux en couple avec des polyamoureux. C'est pas obligatoire. Par contre, il faut être en couple avec des monogames qui trouvent un intérêt à la relation polyamoureuse, c'est-à-dire qu'on peut-être ont besoin de solitude à des certains moments qui ne marchent pas avec le couple qui habite ensemble et qui est tout le temps ensemble, ou qui s'accommodent très très bien des temps en solo. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins sur cette question, ou en gros des monogames qui n'ont pas de problème de jalousie, il y en a aussi. Ou qui ont une carrière très prenante, je sais pas. Bien sûr. Donc en fait, à différents moments de la vie, on peut tout à fait trouver son compte à être en couple avec quelqu'un qui est déjà en couple avec d'autres gens. Enfin, c'est pas un problème. En tout cas. Tu soulignes à juste titre que c'est très différent d'être un mec polyamoureux ou une femme polyamoureuse. Déjà, comme on l'a dit, il y a beaucoup de mecs au comportement abusif qui se prétendent polyamoureux,
alors qu'ils veulent juste coucher avec un max de femmes sans assumer de responsabilité. Mais surtout, c'est différent parce que, spoiler, on est dans une société sexiste. En quoi, pour toi, être polyamoureuse, c'est aussi un acte féministe? Parce que spécifiquement sur la question de l'intimité, on attend de moi dans la société aujourd'hui, on a attendu de moi longtemps, femme mariée avec des enfants, que je ne parte pas en vacances toute seule, que je passe donc tous mes week-ends avec mon mari et mes enfants, que je performe d'une certaine manière ma maternité, ma féminité, que je sois donc toujours présente, et que je me sacrifie pour ma famille. J'ai le droit, aujourd'hui, on est dans un monde un peu moderne, j'ai le droit d'avoir un travail pour ramener de l'argent, mais il faut quand même que le reste du temps, je m'occupe de mon mari et de mes enfants. Et on est encore un peu là-dedans. Dès que je prenais un petit peu de liberté, qu'elle soit individuelle ou dans le cadre de mes couples, c'était pas très bien vu. Donc du coup, montrer visiblement, être visible et être fier et de montrer que ça marche et de faire en sorte que ça marche, c'est un choix militant. Pour moi, de dire écoutez, il y a pas de fatalité à être enfermé chez soi, il y a pas de fatalité à, une fois qu'on a eu un enfant, à devoir tout sacrifier pour lui. C'est pas sain pour l'enfant, c'est pas sain du tout pour soi. Il y a vraiment d'autres choses possibles. Et encore là, je suis pas en train de dire femme qui ait des enfants, partez de chez vous et laissez-les grandir tout seuls. Je pense que il y a moyen d'être une mère présente, de faire attention à ce que ses enfants soient heureux, sans devoir encore une fois tout sacrifier de sa vie privée et personnelle pour eux. J'ai 37 ans, bientôt 38, j'ai 3 enfants, j'ai décidé d'être qui je suis, d'avoir des désirs, d'avoir du plaisir et d'avoir de la liberté. Je pense que ça paraît pas déconnant, enfin moi en tout cas ça me paraît pas déconnant de demander ça et de revendiquer ça, mais je peux t'assurer que je le vois avec les réactions en l'occurrence pendant cette promo de livre. Ouais, c'est un geste politique fort quand même. C'est clair. Et je trouve ça hyper intéressant, d'autres points que tu évoques sur en quoi c'est féministe d'être polyamoureuse. Aussi, il y a effectivement la question de l'argent. T'es moins dépendante d'une personne, éventuellement d'un mari, et ça coûte un peu plus cher, donc t'as besoin d'être indépendante. C'est le fait que on t'apprend à être le mythe de la princesse, à être validée et choisie, être l'élu d'un prince charmant, et du coup en fait c'est hyper passive et spectatrice comme posture. Et alors que là t'es 100% responsable de ce qui t'arrive, mais au moins t'es active et t'es pas dans la posture passive qu'on t'apprend, quoi. C'est ça, je prends mes responsabilités. Sur la question de l'argent, moi quand je suis tombée amoureuse d'une femme au départ, j'étais pas indépendante financièrement, et très vite j'étais très mal à l'aise avec l'idée que l'argent conjugal, familial, serve à payer mes sorties avec ma compagne. Ouais. Et j'avais envie d'avoir cette indépendance en me disant, si je décide d'avoir des relations à côté, des couples, et je dois pouvoir avoir les moyens de vivre ça aussi. Mais il y a ce truc, en fait, j'imagine de moins en moins être dépendante spécifiquement d'un homme, parce que je me rends compte que si je veux avoir toute la liberté que je veux de choix, en fait, de réflexion de ce que j'ai envie de faire. Effectivement, c'est vrai que du coup, ça peut être un privilège d'être polyamoureux, parce que faut pouvoir avoir les ressources pour, quoi. Et c'est une critique tout à fait légitime ça peut être un truc de bourgeois. Alors moi je viens pas d'un milieu très élevé non plus, et j'avais pas des kilos d'argent de patrimoine au moment où j'ai pris cette décision. Donc j'ai pris la décision un peu très de droite de travailler plus pour aimer plus, mais mais du coup ouais, c'est pas dans la capacité de tout le monde peut pas travailler plus, c'est pas possible. Donc c'est assez complexe à gérer, je dois avouer, parce que malgré tout avoir plusieurs relations, c'est 2 fois plus de cadeaux d'anniversaire, de resto, de trucs, de sorties, et c'est un budget, il faut le dire, c'est un budget. Point bonus pour ceux parmi vous qui nous écoutent, qui sont curieux du polyamour. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les cafés polis ? Les cafés polis, alors du coup, comme le polyamour, c'est quelque chose d'assez on peut se sentir assez seul, justement, avec on sait pas trop comment les gens le vivent, comment ils font, il y a pas de retour d'expérience, et donc du coup il y a ce besoin, cette impression qu'il faut se regrouper spécifiquement en communauté, pas pour revendiquer le polyamour, mais aussi juste pour se donner des retours d'expérience et grandir à travers ça. Donc du coup, les cafés polis existent dans un peu toute la France. Il y en a à Lyon, il y en a à Marseille, il y en a à Paris, il y en a dans des villes moyennes aussi, et souvent c'est, alors on dirait, là encore en fantasme, ça pourrait être des grosses partouzes, mais pas du tout. C'est vraiment des rencontres qui ont lieu soit en journée, soit en début de soirée, type apéro, entre personnes qui vivent le polyamour et qui veulent en parler.
entre elles. C'est des endroits assez bienveillants. Je dis pas qu'il y a pas des endroits où il y a des connards, encore une fois, donc on fait toujours attention aux gens avec qui on relationne, mais globalement c'est quand même des endroits assez intéressants quand on débarque un peu dans le polyamour et qu'on sait pas trop vers qui se tourner, à qui demander des conseils, surtout quand on connaît personne de polyamoureux autour de soi. Ouais. Maintenant du coup on achète mon livre et on va dans des cafés poly. Et ça s'organise souvent via Facebook, quoi. Merci Lucille pour ton travail. Merci à toi. Ton livre s'appelle Polyamoureuse et donc il est dispo en librairie ou sur internet. Et si tu veux plus d'épisodes pour réinventer le couple, je te conseille le tout premier sur la charge mentale avec Tap.ca et le numéro 52 sur l'argent dans le couple quand on est féministe avec Titiou Lecoq. Merci Lucille, ciao tout le monde.